Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 96 de Dragon Ball Super. Ne vous inquiétez pas pour les reviews du futur, ça devrait signer son retour à peu près en même temps que le début du tournoi du pouvoir. Je pense que ce sera pas mal comme ça. Et au passage, pour rappel, le tournoi du pouvoir devrait commencer en épisode 97. Donc là, on va s'analyser l'épisode qui va arriver bientôt, là en fin de semaine, et qui sera le dernier avant que le tournoi débute réellement. Mais même si le tournoi n'a pas encore vraiment commencé, on se rend compte qu'on est déjà dans le monde du vide. Et honnêtement, cette preview va très très vite. Je pense que vous-même, vous l'avez vu, si vous l'avez vu qu'une fois, vous devez être un petit peu perdu, mais qu'est-ce qui peut se passer dedans, etc. Il y a plein d'images qui s'enchaînent vite fait, on ne comprend même pas ce qui nous est montré à l'écran des fois. Mais ne vous inquiétez pas, on va se poser ça image par image, et on se rend très vite compte qu'on est déjà sur l'arène du tournoi du pouvoir, et que bizarrement, les dieux de la destruction sont en train de se battre dessus. Et pas tous les dieux de la destruction, parce qu'on constate, sur les premières images en tout cas, qu'il y a Ivan de l'univers 1, qu'il y a Jin de l'univers 12 et Arak de l'univers 5. Donc le Kuribo, l'homme poisson et le poulet dégueulasse. Et ça correspond au récent spoiler qu'on a eu concernant l'épisode 96 qui nous disait que les dieux qui sont dispensés du tournoi allaient se rassembler devant Zeno sur ce fameux ring du tournoi du pouvoir avant que le tournoi ne commence. Et là, on a quelques infos en plus. Et à vrai dire, je ne pense pas du tout que les dieux sont vraiment en train de se battre sérieusement. Je pense que c'est plus, un test, à la fois peut-être même une cérémonie d'ouverture, pourquoi pas, mais surtout un test pour le terrain, pour bien vérifier que des combats d'une intensité extrême ne feraient rien du tout au ring. Et si l'on avance un tout petit peu, on voit par exemple qu'il y a Arak qui avance à une vitesse extrêmement grande et qui a les bras dans le dos, là, un peu comme Naruto et compagnie. Et par exemple, sur ce plan-là, maintenant, on voit qu'il y a Rikiru, ou Liqueur, un peu comme vous voulez, celui qui ressemble à un renard. Et on voit que lui aussi se déplace de la même manière. Alors ça peut être tout simple, ça peut être un choix des animateurs qui ont décidé de leur mettre à tous les mêmes positions, soit c'est révélateur de quelque chose, révélateur du fait qu'ils ont tous eu le même entraînement. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le grand prêtre a entraîné personnellement chaque dieu de la destruction, parce qu'en plus, on sait qu'on peut être promu dieu de la destruction, c'est-à-dire que si Goku avait accepté l'offre de Whis, il pourrait peut-être remplacer Beerus plus tard, vous voyez. Mais je ne pense pas que dans ce cas-là, Goku se ferait entraîner directement par le grand prêtre. Ou Toppo par exemple, s'il venait à remplacer Vermoud, que lui aussi se ferait entraîner par le grand prêtre. Je pense que ici les anges ont un rôle primordial. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, Beerus nous avait présenté Whis comme son maître, et il avait dit en japonais le mot Shishio. Alors je suis pas un expert en japonais, mais je sais qu'à chaque fois où Shishio s'est utilisé en japonais, par exemple dans Naruto ou autre, c'est presque pour montrer le fait que le type là, c'est un professeur, et encore, je trouve que c'est encore plus marqué que sensei, peut-être avec plus de respect ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc je pense que les anges sont clairement, en plus d'être les enfants ou les créations du grand prêtre, je pense qu'ils sont plus, des porte-paroles, des mini-doubles du grand prêtre, si vous voulez, qui vont le remplacer dans ses tâches dans les 12 univers. Bon, il y en avait 18, maintenant il y en a 12, vous m'avez compris. Et justement, je pense que les anges, même s'ils sont tous différents, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gros, des petits, des grands, des maigres et tout ça, eh bien je pense qu'il faut qu'ils donnent le même entraînement à tous les dieux de la destruction, et voilà pourquoi ils ont des techniques similaires comme le Hakai. Voilà pourquoi ils arrivent à faire des techniques de télécommunication qui sont similaires, et voilà aussi pourquoi quand on les voit se battre, eh bien ils ont une posture similaire, les bras en arrière, machin. Ça peut expliquer énormément le truc, et de manière très simple et cohérente. Bon, ensuite, ce petit combat que moi je qualifie de test a l'air quand même très impressionnant. Sûrement pas à pleine puissance des Akaishin. Je pense que les Akaishin vont se dire, écoute, ce sont des combats de mortels, donc on va faire un petit combat sympa pour tester l'arène, mais on va pas non plus y aller à fond. Après tout, ce ne sont que des mortels. Donc voilà, mon conseil aux Akaishin serait de pas trop sous-estimer les mortels, mais en même temps, ils n'ont pas tort, pour l'instant en tout cas. Je pense que durant cet arc survie de l'univers, les Akaishin se feront dépasser, mais je pense que mis à part ce fameux mortel dont Whis nous a parlé, là, qui dépasse les Akaishin, je ne pense pas qu'on soit encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, visuellement, c'est très impressionnant, et ça me rappelle vraiment classique Dragon Ball Z. Par exemple, là, quand on voit les impacts de coups, ça me rappelle énormément de scènes, hein. Il y en a eu Piccolo, Freezer et tout ça, mais ça me rappelle aussi pas mal le combat de Goku contre Cell, sur le ring du Cell Game. Donc en tout cas, ça a l'air d'envoyer vraiment, et même s'il nous est dit que le tournoi du pouvoir commence enfin, je ne pense pas. Je pense que voilà, c'est plus une introduction, cérémonie, etc. Pour moi, il n'y aura pas de combat. On peut parier qu'en fin d'épisode, par exemple, on aura le grand prêtre qui va dire le tournoi du pouvoir est officiellement lancé, ouvert ou quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas qu'un seul coup sera porté entre les mortels. Je ne pense pas que Goku va taper quelqu'un ou personne. À vrai dire, personne. Alors, malgré tous ces impacts et toutes ces explosions, on constate, vous et moi, que le terrain reste intact. Vraiment, il est nickel. Ensuite, on voit un plan intéressant sur le grand prêtre, en fait, qui, avec une sorte d'aura verte, et cette aura verte nous donne l'impression de l'entourer, un peu comme une barrière protectrice, et juste en dessous, on voit un petit peu des éclats des attaques des Akaishin. Honnêtement,
je ne pense pas que le grand prêtre soit sous la barrière protectrice. Si vous regardez bien, il n'a pas vraiment l'air d'être dedans. Sinon, ça ferait un petit peu comme quand C17 se protège. On verrait un filtre de couleur sur le grand prêtre, mais là il n'y est pas. Moi j'ai l'impression que la barrière, elle est derrière le grand prêtre, et je pense que le grand prêtre a créé cette barrière pour protéger les Zénos par exemple qui sont en train de dormir ou quelque chose comme ça. Et bon, d'un côté c'est logique parce que les gars sont en train de dormir, mais en même temps je pense que c'est un tout petit indice pour nous révéler que les Zénos ont des pouvoirs gigantesques réellement, mais que ça reste des pouvoirs uniquement, comment dire, psychiques si vous voulez. Ils peuvent faire tout péter par leur propre volonté et tout ça, mais comme je le répète très souvent sur la chaîne, je ne pense pas qu'ils soient de très bons combattants. Et justement, ces fameux Zénos, dans la preview, ensuite, on les voit. Et il y a un petit truc aussi de bizarre concernant les Zénos, c'est que des fois, on voit qu'il y a 2 gardes, des fois, on voit qu'il y en a 4. Dans la preview du manga, enfin, comment dire, dans les petites pages publicitaires qui ont été révélées par Toyotaro concernant la version manga de Dragon Ball Super, il avait été révélé uniquement 2 gardes. Et en plus, c'était ce qui paraissait le plus logique. Et dans le manga, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'il y avait un garde qui s'occupait de Zénos du présent et un garde qui s'occupait de Zénos du futur. Et les 2 gardes venaient du présent, étant donné que c'est Zénos du futur qui a débarqué dans le présent, on est d'accord. Mais dans l'anime, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se décider. En fin d'épisode 95, il y avait 4 gardes, alors que d'autres fois dans l'anime, il n'y avait que 2 gardes. Là, dans cette preview, bon, ce n'est qu'une preview, on est d'accord. Ils peuvent être ailleurs, les autres gardes. Mais en tout cas là, on n'en voit que 2. Est-ce que Zénos du futur a la capacité de créer ses gardes à volonté? En plus, on voit qu'ils ont les mêmes couleurs de vêtements et tout ça, donc ils pourraient être des créations directes, c'est sûr. Mais c'est un peu bizarre en tout cas que la Toei et Toyotaro et Toriyama n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un truc aussi bête que ça. Il n'y a rien de bien méchant, on est d'accord. Mais un coup vous envoyez 4, un coup vous envoyez 2, bah voilà, ça rend un petit peu fou de voir double par moment, vous voyez. Et ensuite, on a un plan. Et bien sûr, là, vous vous êtes tous arrêtés dessus, vous m'avez dit en zone commentaire, putain Saikyo, il y a Frost et Freezer qui se parlent et qui en plus, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre et de comploter ou quelque chose comme ça. Alors déjà, la première chose que je vous dis, c'est que je vous avais annoncé ça sur la chaîne par le biais d'une vidéo spoiler qui d'ailleurs fait pas mal de vues, à plus de 40 000 aussi. C'est vraiment énormissime, je vous en remercie du fond du cœur clairement. Merci énormément pour votre soutien que vous apportez à la chaîne, par vos abonnements et par vos likes, c'est vraiment énorme, merci beaucoup. C'est clairement magnifique ce que vous pouvez apporter à la chaîne. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo et peut-être que je la mettrai en commentaire épinglé, je ne sais pas encore, dans laquelle je vous annonçais justement qu'un complot va avoir lieu entre Freezer et Frost. Donc, au cas où, si vous l'avez manqué, vous en saurez peut-être un petit peu plus sur ce qui risque de se produire, et vous aurez aussi mon avis sur tout ça. Du coup, je ne vais pas me répéter par rapport à cette vidéo-là, mais en tout cas, les spoilers commencent à se confirmer, et je pense que à ce niveau-là, dans cet épisode 96, on ne va pas non plus avoir direct un complot de fou, mais je pense qu'on va avoir une petite introduction. Par exemple, l'univers 6, Champa va arriver avec sa team de 10 combattants, va aller par exemple saluer Beerus ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et bien sûr, les membres des combattants vont se déplacer avec lui, c'est un petit peu logique. Ils vont pas rester seuls plantés en plein milieu. Et à ce moment-là, justement, les membres Univers 6 et 7 vont se rencontrer. On va avoir du Hit avec Goku qui vont se parler, du Kiabe Vegeta, ça va être super intéressant. Mais je pense aussi que Frost ne va pas être content de revoir les Saiyans de l'univers 7, mais Freezer va être super surpris et pas content surtout de voir les Saiyans de l'univers 7. Kale, Kiabe et Caulifla. Et quand il saura qu'ils peuvent se transformer en Super Saiyan ou en machin ressemblant à Super Saiyan légendaire, il va être encore pire. Donc forcément que la discussion et le rapprochement entre Freezer et Frost risquent de se faire à cause ou grâce aux Saiyans en disant « Ah, il semble que tu fais partie de la même race que moi, toi aussi tu as ces sales singes dans ton univers. » Et je vois bien l'autre lui dire « Oui, moi aussi, j'en ai marre d'eux. » En plus, ça va être super drôle parce qu'ils ont la même voix, la même doublure, le seiyu, comme on dit en japonais, ça va être super drôle d'entendre ça. D'ailleurs, la doublure de Freezer est excellente depuis le début. Ça n'a pas bougé d'un poil, c'est d'une qualité magnifique. Et en plus, ça va être drôle aussi de voir Frost réagir à l'auréole sur la tête de Freezer. Et je pense qu'à partir de ça, un pacte risque de commencer à se former. Avec Frost qui pourra lui dire et lui teaser un petit peu, du genre « Ah, j'ai quelques idées pour te ramener à la vie ». Et Freezer lui dit « Ah, mais toi tu m'intéresses ». Donc je vois bien l'alliance se former un petit peu comme ça. Un échange de bons procédés. Pourquoi pas Freezer qui ferait comprendre à Frost comment power-up. Ce serait un peu abusé, mais bon, on est dans Dragon Ball Super, alors pourquoi pas. Et derrière, en échange, un Frost qui aide Freezer à ressusciter. Ça peut être un pacte sympa. Mais je pense, et ça, c'est la seule chose que je vais répéter depuis ma vidéo spoiler complot Freezer Frost, je pense que s'il y a un gagnant des deux, dans ce complot, parce qu'au bout d'un moment, il y en a un qui fait partie de l'univers 6 et l'autre de l'univers 7. Donc, ils ne vont pas pouvoir rester amis jusqu'au bout, on est d'accord. Je pense que celui qui trahira en premier l'autre, ça sera Freezer, qui va trahir Frost. Frost est une sombre merde, comme Freezer. Mais je pense que Freezer a quelque chose de plus. Bon, il a quelque chose de plus pour nous, émotionnellement. C'est le grand méchant de Dragon Ball Z. Pour nous, Frost, c'est juste une pâle copie de Freezer. Mais après, dans l'histoire, c'est clair qu'ils sont censés être des sortes d'alter ego, vous voyez. Donc, on pourrait penser qu'ils sont à peu près du même niveau de méchanceté, qu'il n'y en a pas vraiment un qui devrait dépasser l'autre en termes de vice ou quoi que ce soit.
mais je pense quand même que le vice de Freezer est supérieur à celui de Frost. Et puis je sais pas, quand on regarde les petites mimiques et tout ça de Frost, quand il parle et tout ça, j'ai l'impression qu'il arrive à faire preuve de plus de sentiments, bizarrement, hein, je ne sais pas comment vous dire ça. Dites-moi en zone commentaire si vous avez remarqué ou pas du tout. Mais je pense qu'il arrive à faire preuve d'un peu d'empathie et d'émotion que Freezer, bizarrement. Et en même temps, quand on a ce plan-là, on a Goku qui parle, bien sûr, comme dans toutes les previews, et qui nous dit « Mais c'est quoi ça? Quel ki incroyable est-ce Jiren ?» Donc, je pensais clairement que Goku allait reconnaître Jiren ou allait voir que quelque chose était un peu étrange. Rappelez-vous, quand Goku a vu Hit, direct ça l'a marqué. Et tout au long du tournoi, il n'a pas arrêté de lui envoyer des regards en voulant dire « Je sais que c'est toi le plus fort ». Donc clairement, je pensais que Goku allait remarquer la même chose pour Jiren. Goku, il a un détecteur pour comprendre très facilement qui est le meilleur de tous. Mais ce qui m'étonne le plus, vraiment, c'est que Jiren relâche son ki de manière comme ça, il n'arrive pas à le contrôler. Alors en même temps, vous allez me dire, c'était un peu une particularité en fait des gars de la Terre de pouvoir contrôler leur ki. Rappelez-vous de Vegeta quand il a débarqué, il ne savait pas faire ça. Donc, pourquoi pas avoir d'autres univers qui ne savent pas le faire? Même si Jiren pratique la méditation et tout ça, ça serait drôle de voir qu'il ne connaît pas et ne maîtrise pas cette technique de modulation de son ki. Ça pourrait être très drôle. Après, si vous voulez mon avis, je pense que Jiren relâche volontairement de son ki. Je pense qu'il en a tellement que ça ne pose pas de problème. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Au passage, est-ce que c'est une petite indication aussi pour nous dire que Jiren n'a pas de ki divin? Pourquoi pas? En même temps, vous allez me dire, Goku, dans sa forme normale, il n'a pas de ki divin. On met de côté les formes qu'ils ont développées dans le film avec le ki divin absorbé, tout ça. Normalement, quand il est en forme normale Super Saiyan 1 et tout ça, la logique du truc pour le moment, qui a été mise à jour, on va dire, par l'anime Dragon Ball Super et même le manga, c'est que le ki divin par les Saiyans, il ressort au moment de transformation SSJ God ou SSJ Blue. Pour le moment, on a eu le SSJ Rosé de Goku Black et pourquoi pas le SSJ Ikari de Mirai Trunks, ça c'est discutable. Mais c'est juste pour poser l'idée, on est d'accord. Mais en tout cas, même si j'ai pas d'éléments pour vous répondre directement, vous savez que j'aime pas vous mentir, mais ma simple intuition me dirait que sous sa forme de base que l'on connaît, allez savoir s'il a une transformation ou pas, je ne pense pas que comme ça, Jiren possède du ki divin. Par contre, c'est bien possible qu'il en ait, mais qu'il puisse s'en servir que dans certaines manières, transformation, etc. Après, on voit un plan que je vous avais déjà révélé dans ma vidéo spoiler en mode image bonus de fin de vidéo. On voit justement Vegeta qui a l'air plutôt énervé, on voit Gohan qui essaye de le calmer, et on voit Goku qui est plutôt étonné de quelque chose. J'ai l'impression que les trois ne pensent pas vraiment à la même chose. Peut-être que Goku, lui, il est capté par Jiren. Vegeta, il a été énervé par quelqu'un, mais ça, difficile à dire par qui. Ça m'étonnerait que quelqu'un de son propre univers l'ait énervé. À la limite, pourquoi pas Freezer, et ça serait cool et intéressant et drôle de voir ça. De voir Vegeta s'énerver sur Freezer parce qu'il est déjà en train de faire des petites messes basses là avec Frost, et de voir Vegeta lui crier dessus, lui dire reviens là, arrête de faire tes saloperies, ça pourrait être intéressant. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression que Gohan est en train de calmer la personne à qui Vegeta s'en prend. Et ça me fait bizarre que Gohan soit comme ça, parce qu'on est sur le tournoi du pouvoir, on va se foutre sur la gueule, donc c'est même un petit peu normal de se chauffer comme ça avant le tournoi. Ça n'a rien à voir, mais les boxeurs, les rugbyman, enfin tous les sportifs, souvent il y a des petites provocations avant que le match commence. Donc est-ce qu'un dieu ne s'est pas moqué de l'univers 7 et Vegeta lui aurait répondu directement? Ça serait intéressant de voir la fierté de Vegeta raisonner à ce point-là, et de ne pas le voir s'écraser autant devant tous les autres dieux que devant Beerus. Au final, tous les univers subissent un gros risque, donc les mortels peuvent justement se libérer un petit peu plus, voire même insulter quelques dieux. Et en plus, je pense qu'il est formellement interdit aux autres dieux de tuer les mortels des autres équipes. Sinon, c'est pas équitable du tout. Imaginez si Champa tue Gohan, Goku et Vegeta. Le tournoi, voilà, ça vaut plus rien pour l'univers 7. Donc je pense que les mortels sont un petit peu en position de force par rapport aux autres univers, et qu'ils peuvent leur dire quelques insultes et les provoquer, sans se faire hakai ou se faire taper ou quoi que ce soit. Je pense que les seuls dieux, pour le moment, envers qui les mortels doivent avoir du respect, ce sont les dieux de leurs univers respectifs, donc pour la Team Z, Whis et Beerus, bon, Kaioshin, tout ça, vous m'avez compris, et qu'ils doivent avoir du respect ensuite uniquement pour les Zeno, les gardes des Zeno et le Daishinkan. Et les autres, on en a rien à foutre pour le moment. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et au pire, si un autre Akaishin s'énerve et veut tuer certains mortels, eh bien il y aura un conflit entre Akaishin parce que Beerus va s'en mêler ou quelque chose comme ça. Et ça, je pense que Freezer l'a très bien compris et que c'est avec ça qu'il va jouer. Bon, ensuite dans la preview, on a un plan dans lequel on voit tous les dieux des univers dispensés réunis. Ce plan-là, même s'il nous est donné en milieu de preview, je pense qu'il sera plutôt en début d'épisode. Je pense qu'ils viennent à peine de mettre les pieds sur la zone du tournoi et que voilà, ils vont faire les salutations avec les dieux, avec Zeno, Daishinkan et tout ça, et que ensuite on va aller sur la scène de combat que je vous ai présentée en tout début de preview. Ensuite, on a Goku qui nous dit on dirait que tout le monde est vraiment puissant. Donc oui, c'est plutôt le cas, il a pas tort. Et on voit quelques guerriers des autres univers. On voit un mec qui rassemble ses mains vers le creux de sa poitrine, avec 2 bracelets au niveau des bras. Et clairement, c'est le danseur de samba de l'univers 10.
celui que l'on a déjà vu en train de boire la protéine et tout ça. Au passage, on devrait avoir une révélation des guerriers de l'univers 10, en tout cas je l'espère, voir s'ils ressemblent tous à lui, s'il y a quelques surprises ou pas, en tout cas ça devrait être intéressant. À vrai dire, pour le moment, je vais être franc, j'en attends pas grand chose de l'univers 10, mais je garde en tête une chose importante, c'est que Toriyama adore surprendre les lecteurs et les spectateurs que nous sommes. Donc, il faut aussi prendre en considération les univers qui paraissent ridicules, parce qu'ils pourraient devenir très très vite importants, nous révéler des choses, des transformations, quelque chose comme ça, qui va faire qu'on va être super surpris, se dire merde, ça je l'avais pas vu venir. Et pire avec Toriyama, c'est qu'on va se dire, je n'avais pas envie de le voir venir. Toriyama aime beaucoup faire ça. Il aime aller contre ce que l'on attend et ce que l'on veut. Il fait un peu de l'anti-fanservice, mais il le fait tellement bien que derrière ça devient du fanservice. Ensuite, on voit d'autres membres d'autres univers, alors là on dirait presque que c'est une blague. Honnêtement, la fille papillon à gauche, ça va, ça passe honnêtement. C'est un peu un délire à la Disney, la fée clochette machin, mais franchement ça passe. Ça fait déjà gamin, mais ça va, vous voyez, en plus ça a l'air d'être assez drôle parce que les ailes de ce papillon, on dirait, d'après ce que je vois, c'est un peu sombre, mais on dirait que c'est ses cheveux en même temps. On voit qu'elle a des cheveux, mais on dirait que ses ailes de papillon sont accrochées à ses cheveux. Ça a l'air plutôt intéressant comme design, comme idée et tout ça. Après, forcément, l'idée papillon, la poudre et tout ça, ça peut nous faire penser à des pouvoirs psychiques ou endormir son ennemi grâce à sa poudre. C'est un peu classique, est-ce que je vous dis, mais ça peut se jouer comme ça. Donc, ça sera pas forcément un personnage intéressant, mais pourquoi pas un petit personnage de soutien qui va bien aider son équipe et son univers. Et ensuite, là où je vous dis que c'est une blague, c'est quoi ce machin-là, là, avec son petit chapeau rouge et jaune? Une espèce de gigantesque aigle perroquet tout vert bizarre qui porte un Marcel et qui a l'air de porter une jupe bleue avec une ceinture et des petites chaussures. Enfin non, là le design c'est n'importe quoi, on est d'accord. Je ne sais pas si ça sera un personnage pour le gag, pour faire rigoler. En tout cas, même si comme je viens de le dire, on sait que Toriyama aime bien prendre les choses à revers, j'espère que ce type de personnage là ne sera pas non plus hyper important. Pourquoi pas un personnage fun et rigolo à la One Piece, les personnages un peu loufoques, ça c'est intéressant, mais faire en sorte que ça soit un grand adversaire au tournoi du pouvoir, déjà qu'on a la fille qui se transforme en Teletubbies, donc faut pas non plus abuser. Et d'ailleurs, ça c'est un reproche que je fais pas à Dragon Ball, mais à tout de manière générale. Tout ce qui concerne la science-fiction, dès qu'on explore l'univers, j'ai l'impression qu'on est toujours dans des formes de vie qui se ressemblent. À chaque fois, on va prendre un animal ou une forme qui existe sur Terre et la changer un petit peu, vous voyez, pour donner un petit peu de différence, nous faire croire qu'on est dans un autre univers, une autre galaxie, planète. Mais rarement on a de nouvelles inventions. Et ça, je vous le redis, c'est pas à Dragon Ball que je fais le reproche, mais de manière générale. On a rarement des designs qui nous surprennent complètement à se dire mais ça on l'a jamais vu de notre vie. Ensuite, on a un plan sur lequel on voit pas mal de dieux, mais surtout on voit Oguma Kaioshin de l'univers 5, accompagné de Harak. Les deux, ils ont la petite goutte de sueur, là, de transpiration, sur la joue et sur le front. Et ils ont un air un petit peu bizarre. Alors, est-ce qu'ils sont en train de regarder les mortels des autres univers et de se dire qu'ils sont vraiment ridicules, comme par exemple le perroquet machin? Ça pourrait le faire, honnêtement, ça pourrait. Après, là, on a quelque chose de très intéressant. Je pense que vous l'avez tous reconnu. Bien sûr, les vêtements, ce sont ceux des Yardra de l'univers 7. Et bien sûr que aussi au niveau de sa tête, c'est un Yardra de l'univers 7. Alors, je vous ferai sûrement une petite vidéo sur les Yardra et tout ça, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant forcément de qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Mais déjà, il faut savoir une chose, c'est que visuellement, physiquement, ils n'apparaissent pas dans le manga Dragon Ball les 42 tomes. Ils sont uniquement mentionnés dans le chapitre 336. Par contre, ils apparaissent dans l'épisode 123 de Dragon Ball Z et dans l'épisode 58 de Dragon Ball Kai. Donc, leur design n'a existé que pour l'anime. On verra si le manga va récupérer ça, je pense que oui. Il n'y a pas de raison, honnêtement, c'était sympa. Par contre, bien sûr, la tenue de Yardra que Goku portait, elle a été montrée à la fois dans le manga et dans l'anime. En plus, c'était très classe sur Goku, quand il se transformait en Super Saiyan et tout, j'adorais vraiment ça. En plus, c'était une tenue que je mettais souvent dans le jeu Dragon Ball Tenkaichi. Je trouvais ça super classe sur Goku. Et bien sûr, Goku a rencontré ce peuple-là quand il revenait de la planète Namek après avoir combattu Freezer. Et c'est une race, je ne sais pas si on peut vraiment la considérer comme des combattants, parce qu'ils sont très faibles, mais ils ont énormément de capacités spéciales, en tout cas c'est ce que Goku nous a raconté, et Goku a eu le temps d'apprendre avec eux le déplacement instantané, c'est-à-dire la téléportation. Et à vrai dire, ces Yardra-là, ils sont beaucoup plus apparus dans les jeux vidéo que dans l'anime lui-même. Et sachant que dans le manga, ils ont juste été mentionnés, donc on n'en sait pas grand-chose. Mais je pense, c'est ma petite prédiction, on va dire, que ce Yardra-là provient de l'univers 6. Il n'y a pas de raison réelle à ce qu'il provienne de l'univers 7. Et puis ça sera intéressant de voir Goku aller le voir, lui dire « Ah mais j'ai déjà vu tes semblables et tout ça ». Donc tout ça pour être cool. Et bien sûr, on attend de ce mec-là qui nous dévoile pas mal de techniques nouvelles, fraîches et rafraîchissantes pour Dragon Ball. Et je pense en toute logique que ce gars-là maîtrise la téléportation. Et s'il provient de l'univers 6, ce serait cool qu'il ait apprise à certains membres de l'univers.
Rappelez-vous que de mémoire, il fallait que l'univers 6 ramène encore 5 autres membres. Je dis peut-être une connerie, mais de mémoire, c'était 5. Donc forcément, il y a de la place pour un Yardra, tout comme il y a de la place pour des terriens, hein, aussi, ça je l'espère. Mais vous imaginez un Hit qui apprend cette technique-là, un Kiabe, pourquoi pas, pour être super intéressant. Et en plus, il faut se rappeler que cette technique-là peut être apprise assez rapidement. Goku a mis pas mal de temps, mais si vous vous rappelez bien, Cell, il l'a assimilé très rapidement. Bon, c'était grâce à ses cellules. On a eu Majin Buu pur, le Kid Buu, qui l'a recopié très facilement aussi. Donc pourquoi pas imaginer aussi un gars comme un Jiren la reproduire, parce qu'il trouve ça super intéressant, ou d'autres personnages qu'on ne connaît pas. Je pense que ça serait très cool. Je pense que ce Yardra là n'est peut-être pas forcément là pour être intéressant à lui tout seul, mais être intéressant par rapport à toutes les interactions qu'il peut avoir avec les autres membres, à la fois de son univers, mais des autres univers aussi. Après on voit Champa qui a l'air énervé, on voit Beerus qui est plutôt calme, et je pense que ça fait référence au spoiler que l'on a eu, comme quoi Beerus allait révéler sa stratégie pour le tournoi du pouvoir. On ne sait pas, d'après les spoilers, ne vous inquiétez pas, je vais rien vous révéler de fou, mais il nous a pas été dit ce que Beerus avait en tête comme stratégie en tout cas, mais j'espère qu'il ne planifie pas de se mettre contre l'univers 6, je pense que ça serait super bête. Je pense que s'il y a bien une alliance à laquelle on doit avoir droit dans ce tournoi-là, c'est une alliance univers 7, univers 6. Et ça serait cool en tout cas pour moi que Beerus dise à tout le monde, mon allié ici dans ce tournoi-là, ce sera mon frère, l'univers de mon frère, l'univers 6. Mais je pense que si les dieux sont à cran comme ça, c'est parce qu'ils vont en apprendre un petit peu plus sur le monde du vide, ils vont se prendre la tête entre eux. Je pense, encore une fois, que les dieux qui sont dispensés de tournoi vont se moquer d'eux en leur disant « Nous, on est tranquille et vous faites passer pour des gros cons en plein milieu de l'arène à vous battre, et en plus, vous allez crever. » Donc je pense que tout ça va faire monter la pression jusqu'à ce début du tournoi. On voit que les dieux sont installés en plus et ils sont très observateurs. Et justement, quand on voit toute cette Team Z là qui a l'air plutôt étonnée et tout ça à la fin, je pense clairement que c'est ce monde du vide qui va affoler tout le monde. Je pense qu'un mortel ou un dieu va dire au Daishinkan mais qu'est-ce qui se passe si on tombe là-dedans, et que le Daishinkan va révéler quelque chose, soit votre existence est complètement éradiquée, soit vous êtes aspiré par une espèce de gravité bizarre et vous tombez dans le vide indéfiniment jusqu'à ce que vous creviez. Je pense qu'il va y avoir un truc très bizarre avec ça, qui sera peut-être pas la vérité, peut-être que le Daishinkan mentira, mais en tout cas ce sera quelque chose qui va faire peur à tout le monde. Bon, et on en arrive en fin de preview, il n'y a rien de particulier, on voit des têtes confiantes en tout cas de Vegeta et de Goku. On voit l'univers 7 posé sur sa partie du ring, ils ont l'air vraiment minuscules par rapport à tout le monde, et on voit que Freezer est à gauche, et à l'avant-dernier plan, juste avant de voir Jiren, on voit la tête à Goku quand il pose ses pieds sur le sol qui a l'air étonné. Est-ce qu'il ressent une forme de gravité, ou est-ce qu'on nous troll un petit peu et que c'est à ce moment-là, en posant ses pieds sur le sol du ring, que Goku va ressentir le ki de Jiren? Je pense que c'est plutôt ça. Parce que si c'était la gravité, on verrait tout le monde qui est en train de se tenir. Des gars comme Krillin ou quoi ne tiendraient pas forcément, ou même Kame Sennin par exemple. Donc ça serait intéressant qu'au moment où Goku met ses pieds sur le ring, il ressente l'immensité du pouvoir de Jiren. Ça serait super intéressant. En plus avec ce plan ultra lumineux là que vous voyez à l'écran, très angélique, il faut le dire, d'un Jiren très sérieux, plutôt badass. Même si au final il a un design ridicule, si vous regardez bien, il a le design très classique des aliens qu'on peut voir dans n'importe quelle œuvre quasiment. Mais son rendu est cool, ses yeux noirs ça ressort bien aussi, la lumière derrière qui lui est donnée, son air sérieux. Voilà, il ressort vraiment bien en tout cas. En plus, il a une bonne carrure et tout ça. Donc ça fait un personnage bien costaud, comme on aime bien honnêtement, à l'ancienne on va dire. Sauf que pour une fois, il n'a pas plein de cheveux hérissés sur la tête. Et on va dire que ça sera ça, sa particularité. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. Et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois. Pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.